Bon, salut. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui est vachement important, un truc qui me travaille d'ailleurs depuis un bon bout de temps, un truc que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt. L'argent que tu as sur ton compte en banque n'est pas à toi. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que quand tu déposes de l'argent à la banque, t'es pas en train de le mettre en sécurité, ok? T'es en train de le prêter. En l'occurrence ici à la banque. D'ailleurs, c'est pas une image, hein, c'est pas une métaphore, c'est la loi, c'est littéralement le code monétaire et financier. Donc ton dépôt, c'est un prêt, et uniquement un prêt. Et si la banque coule, bah écoute, tu es juste un créancier, c'est tout, comme tout le monde. Pour le coup, tu seras en bas de la liste, hein. Les actionnaires, ils vont passer devant toi, les obligataires, ils vont également passer devant toi, tu seras, en l'occurrence, le dernier. Le dernier à être remboursé, et d'ailleurs, au passage, s'il y a encore quelque chose à rembourser. Bon, maintenant, on va quand même regarder un peu les chiffres, d'accord? En France, il y a un truc qui s'appelle le FGDR, ok? Donc le Fonds de garantie des dépôts, en gros, c'est un pot commun, hein, qui est censé te rembourser si ta banque fait faillite. C'est supposé garantir jusqu'à 100 000 euros par personne et par banque. Mais encore une fois, ça c'est ce qu'on te dit, ok? Il y a une vraie différence entre ce qu'on te dit et ce qui est vrai. Sauf que maintenant, il faut qu'on parle d'un truc. Ce fonds, ok, il y a 7,4 milliards d'euros dedans, ok? Il est censé couvrir 1490 milliards d'euros de dépôts. Je te laisse faire le calcul, ça fait 0,5%. C'est un demi-pourcent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une seule grosse banque française comme BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole tombe, le fonds va uniquement couvrir même pas 1% de ce qu'il devrait. Ok? Même pas 1%. Bon alors, j'entends déjà des personnes dire, ouais mais attends, il y a quand même la garantie des 100 000 euros. Ouais, certes, mais sur le papier, ok? La question maintenant, c'est avec quel argent? Et d'ailleurs, ce fonds, il n'a jamais été testé. Jamais. Il y a zéro banque française qui a fait faillite depuis qu'il existe. Bon, maintenant, on regarde ce graphique. Donc, tu vois le petit bout orange, là? Je te le mets ici, là, avec ma souris, tac, voilà. Le petit bout orange, c'est le fameux fonds de garantie. Donc, les fameux 7,4 milliards d'euros, ok? Tout le reste en rouge, ok, ce sont les dépôts qui ne sont pas couverts. Donc à savoir 1490 milliards. Est-ce que tu vois le problème? Le problème, c'est que le fonds, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Si ça pète, il y a rien. Il y a zéro filet de sécurité. Peanuts. Bon, maintenant, je vais te parler d'un cas. En l'occurrence, ici, c'était le premier test grandeur nature. C'était en mars 2013, ok? Donc à Chypre. Un samedi matin, les banques ferment, donc du jour au lendemain. Donc d'ailleurs, pour le coup, personne n'a été prévenu. Impossible de retirer un centime, et ça a duré pendant quand même 12 jours. Et quand elle rouvre, il y a 47,5% des dépôts au-dessus de 100 000 euros qui sont confisqués. Donc attention, pas gelés temporairement, ils sont confisqués. Et ces fonds sont directement convertis en actions dans une banque qui est en faillite. À Laiki Bank d'ailleurs, c'est encore pire, les clients ne récupèrent que 6 centimes par euro. Donc 6 centimes, je rigole pas, d'ailleurs tu peux aller vérifier si tu veux. D'ailleurs plus tard on a appris que les clients avaient récupéré donc 6% de la somme de leur argent, donc sur leur compte bancaire. Donc t'imagines, c'est-à-dire que tu avais 100 000 euros, tu repars, t'en as plus que 6 000. Et également donc concernant les contrôles des capitaux, donc t'étais limité à un maximum 300 euros par jour de retrait. Les transferts à l'étranger qui étaient également interdits, le gouvernement qui annonce que ça va uniquement durer une semaine, mais en fait ça a duré 2 ans. 2 ans où les gens avaient plus le droit de sortir leur argent du pays. Et là, tu vas me dire, mais attends Eric, là quand même, on parle quand même de Chypre, c'est un petit pays, une crise bancaire, bon allez, ça peut pas arriver dans une vraie démocratie, dans un gros pays, tu vois. Eh ben écoute, je vais te parler du Canada, en 2022. Donc en 2022, tu sais, tu as le convoi, le convoi de la liberté, les fameux camionneurs qui manifestaient contre les mesures sanitaires, et Trudeau qui déclenche la loi sur les mesures d'urgence. Et du jour au lendemain, t'as plus de 206 comptes bancaires qui sont gelés, sans aucune décision de justice, zéro. La police d'ailleurs qui envoie la liste aux banques, hein, les banques qui gèlent, pas de procès, pas de mandat, rien. Et le pire, c'est que certaines banques sont même allées encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'elles ont carrément commencé à geler des comptes de leur propre initiative, donc en plus de la liste officielle que le gouvernement imposait de bloquer. D'ailleurs, tu as 2 tribunaux canadiens qui ont jugé ça inconstitutionnel, donc en 2024 et en 2025, mais le problème, c'est que, comme tu t'en doutes, hein, le mal était déjà fait. L'argent était déjà bloqué pendant 9 jours, et le truc, c'est que ces gens, ils ont quand même dû se battre pendant 2 ans devant les tribunaux pour qu'on puisse enfin reconnaître que c'était en effet illégal. Et le pire scénario, c'est le Liban, depuis 2019. Encore une fois, j'ai bien dit depuis, donc ça veut dire que ça fait plus de 6 ans que ça dure. Donc on parle quand même de 93 milliards de dollars qui sont bloqués dans les banques, donc la monnaie elle a perdu 98% de sa valeur, les gens sont limités à 400 dollars par mois de retrait, et encore quand ils arrivent à retirer, parce que d'ailleurs c'est un taux qui a été fixé par le gouvernement, donc le fameux taux fixé par le gouvernement est de 15 000 livres libanaises par dollar, alors que le marché est à peu près quasiment 90 000 livres libanaises pour 1 dollar. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population libanaise elle récupère moins de 20% de la valeur réelle de leur argent, car ils sont forcés de l'acheter à un taux qui n'est pas celui du marché, puisque c'est un taux qui a été fixé par le gouvernement. D'ailleurs, au passage, il y a des Libanais qui ont braqué leur propre banque pour aller récupérer leur argent, avec des armes. T'imagines? T'en es réduit à braquer ta propre banque parce qu'elle refuse de te rendre l'argent qui t'appartient. Même la population libanaise a applaudi ces gens, parce que au final, tout le monde au Liban vivait un peu la même chose. Bon, maintenant, je sais que certains d'entre vous vont encore me dire, ouais mais attends Eric, ça peut pas arriver en France, là on est une démocratie comme la France. Les Chypriotes aussi, c'était une démocratie, les Canadiens aussi, les Libanais aussi.
Ouais, il disait la même chose. En fait, le truc, c'est que les lois sont déjà prêtes. Il y a en l'occurrence deux mécanismes. Le premier, donc, c'est la directive européenne BRRD. Depuis 2016, donc, si une banque est en difficulté, donc tes dépôts qui sont au-dessus de 100 000 euros peuvent être confisqués. Ils peuvent directement être convertis en actions de la banque qui est en faillite. C'est légal, c'est prévu dans la loi. Et d'ailleurs, c'est même pas théorique, puisque ça a déjà été appliqué en Espagne en 2017 avec la banque Banco Popular. Les actionnaires et les créanciers de cette banque ont littéralement tout perdu du jour au lendemain. Le deuxième mécanisme, c'est la loi Sapin 2, article 49. En gros, le gouvernement français peut bloquer les retraits de ton assurance vie pendant 6 mois. Et on parle pas de petites sommes, attention, on parle quand même de 2107 milliards d'euros d'encours en assurance vie en France. C'est littéralement l'épargne favorite des Français. Cet outil d'ailleurs, il a jamais été activé, mais il est là. Il est là, il est prêt, et en cas de crise, est-ce que tu penses honnêtement qu'ils vont hésiter à l'utiliser? Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est exactement pour ça que j'ai créé une formation, donc pour ceux qui veulent devenir leur propre banque. Ma stratégie parfaite pour acheter Bitcoin. Alors je précise, c'est pas un cours de trading, c'est pas un truc pour pouvoir devenir riche vite, c'est la méthode exacte que j'utilise pour acheter, sécuriser et stocker mes Bitcoins en autonomie totale. C'est ce qu'utilisent mes clients, Alex, sans dépendre d'aucune banque, d'aucune plateforme, de personne. Dans cette formation, tu vas apprendre à mettre en place un stockage qui va être inviolable, tes clés, ton argent et ta liberté. Tu vas configurer un achat automatisé, tu le fais une fois et ensuite tu n'y touches plus du tout. Et surtout, tu vas comprendre comment te passer d'une banque pour cette partie de ton patrimoine. Personne ne peut bloquer ton argent. Donc tu vas enfin pouvoir dormir tranquille en sachant que ton argent est quelque part où personne, ni banque, ni état, ni hacker ne peut y toucher. La formation complète est disponible dans notre communauté school. Si t'es intéressé, je te mets le lien en description. Bon, maintenant concernant les signes en France. Parce que là tu te dis oui mais bon, la France est quand même stable. Non, regarde les signes. 3482 milliards de dettes publiques, 117% du PIB. C'est un record absolu, hein. On parle quand même de plus de 46% en 6 ans. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on est en train d'empiler de la dette comme jamais. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. À part Charles Gave et d'autres personnes qui, entre guillemets, sont éclairées sur le sujet, personne n'en parle. Il n'y a aucun média français qui en parle. Également, la charge de la dette. Donc la charge de la dette, je précise, ce sont juste les intérêts de la dette. C'est pas le remboursement de la somme initiale, c'est juste les intérêts à rembourser. C'est entre 55 et 59 milliards d'euros par an. C'est le deuxième budget de l'État. C'est encore plus que la défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye encore plus pour nos intérêts de dette que pour venir protéger le pays. Bon, également, on a TracFin, donc qui est le service de surveillance financière, qui a reçu 2111 165 signalements en 2024. C'est un record absolu, on parle quand même de 13% en un an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes mouvements d'argent sont scrutés, chaque dépôt en espèces qui est au-dessus de 10 000 euros par mois est automatiquement signalé. Et ça, encore une fois, je précise, c'est ce qui est officiel. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font officieusement. Et l'euro numérique dans tout ça, parce que c'est vrai qu'il est prévu celui-là. La BCE, elle le prépare quand même pour 2029, ok? Donc avec un plafond qui est discuté à 3 000 euros, et surtout il est programmable. Ça veut dire quoi? Il y aura potentiellement des conditions sur ce que tu as le droit d'acheter. Un argent qui se périme ou alors un argent qui t'interdit d'acheter certains trucs. Ça fait vachement flipper. Bon, maintenant, regarde l'évolution de la dette française. En 2019, donc on était à 2380 milliards. Aujourd'hui, on est à 3482 milliards. On parle quand même de plus de 1100 milliards d'euros en 6 ans. On regarde chacune des barres, encore une fois, chaque année est pire. Chaque barre est encore plus rouge que la précédente. Et ça s'accélère. Il n'y a absolument aucun signe de ralentissement. Du coup, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai bossé des années en cybersécurité. Mon métier, encore une fois, c'est de protéger des systèmes, c'est d'analyser des failles, de trouver des vulnérabilités, de sécuriser ce qui peut l'être. Le truc, c'est que depuis longtemps, alors depuis en l'occurrence très longtemps, j'ai réalisé que le système bancaire, en l'occurrence, c'est le moins sécurisé de tous. Et attention, je parle pas techniquement, parce que bon, techniquement, les banques sont vachement bien protégées. Les banques sont très très bien protégées, crois-moi. Moi, je te parle d'un problème structurel. Donc le problème, c'est pas le hacker, le problème, c'est que tu as zéro contrôle sur ton propre argent. C'est ça le problème. Du coup, j'ai fait quoi? Écoute, j'ai fait 4 choses. La première chose, c'est de comprendre le risque. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que tu viens de voir dans cette vidéo, donc à savoir ce qu'on a vu avec Chypre, ce qu'on a vu avec le Canada, ce qu'on a vu avec le Liban, bref. Également, les lois françaises, c'est réel. Encore une fois, c'est réel, c'est pas de la théorie. La deuxième chose, c'est que je suis parti du principe de ne jamais tout centraliser. Donc en gros, avoir plusieurs banques dans plusieurs pays, et jamais tout au même endroit dans différentes juridictions, pas seulement en Union Européenne. Parce qu'encore une fois, si une banque gèle tes comptes, t'as un plan B. C'est ça la solution, c'est ça l'alternative. Et d'ailleurs, ça c'est une règle de base en sécurité. Pas de point unique de défaillance, pas de single point of failure, pas de SPOF. La troisième chose, c'est d'avoir des actifs en dehors du système bancaire, donc des choses que personne ne peut geler, saisir ou alors venir dévaluer en un seul clic. La quatrième chose, évidemment, c'est de venir le stocker toi-même. Pas sur une plateforme, pas chez un tiers, chez toi. C'est ça le vrai game changer. Quand tes clés, elles sont chez toi, que personne au monde ne peut les toucher autre que toi. Donc que personne au monde ne peut toucher à ton argent autre que toi. Maintenant, regarde ce graphique. En vert, donc ça c'est Bitcoin en autodétention. Donc en gros, si tu possèdes et gères toi-même tes Bitcoins. Et en rouge, c'est ton compte bancaire. Ok. Maintenant, concernant la résistance à la confiscation, écoute, comme tu t'en doutes, Bitcoin, il est à 100 sur 100. Ton compte bancaire, il a 1 sur 100, quasiment 0. On vient de le voir avec Chypre, le Canada, le Liban. Concernant l'accessibilité, Bitcoin, encore une fois, c'est du non-stop. Ta banque, elle ferme les week-ends et les jours fériés. Concernant maintenant la résistance à la censure,
Personne ne peut bloquer une transaction Bitcoin. Par contre, ta banque, elle fait ce qu'elle veut, elle gèle ce qu'elle veut. Concernant la résistance à l'inflation, bah écoute, Bitcoin, comme tu le sais, a une supply fixe, donc il y a 21 millions de Bitcoin maximum, il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins, le dernier va être miné à peu près en 2140, donc bon, d'ici là, ce seront nos petits enfants qui y auront accès. L'euro, à l'inverse, lui, il se dévalue année après année. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je crois, j'en parle. Bon, je sais pas si je la mettrai ici, enfin si j'y pense. T'as pas de tiers de confiance sur Bitcoin. Bitcoin, t'as besoin de personne. Le compte bancaire, par contre, est dépendant de ta banque et de l'État. Et également de l'organisme bancaire derrière. Donc en l'occurrence, si t'es en Europe, de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne. Maintenant, concernant le fait que ce soit transférable partout, bah comme tu t'en doutes, Bitcoin, il traverse n'importe quelle frontière de n'importe quel pays en 10 minutes. En 10 minutes. Et encore, même moins que ça. Parce que bon, j'ai pas rentré dans la partie technique, mais tu as également beaucoup de solutions pour accélérer les transactions. Maintenant, tu peux envoyer une transaction Bitcoin sur Lightning ou alors sur le réseau Liquid en même pas une seconde. Bref. Par contre, ton virement international, donc ton virement SEPA en euros, lui, bah, il prend 3 jours. Et en plus, et encore une fois, il peut être bloqué. Donc au final, comme tu le vois sur l'ensemble des critères, le compte bancaire, il est littéralement écrasé. Ton compte bancaire, c'est un outil du système. Par contre, Bitcoin en autodétention, c'est un outil de liberté. La différence, elle est là, et elle est devant tes yeux. Bon écoute, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as compris. En tout cas, j'imagine que tu as compris. L'argent sur ton compte bancaire n'est pas à toi. Les lois pour le confisquer, d'ailleurs, existent déjà. On l'a vu dans cette vidéo, Chypre, Liban, Canada. Maintenant, la question, c'est pas est-ce que ça va arriver? La question, c'est est-ce que tu es prêt si ça arrive? D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec Alex, on a créé une communauté pour les gens qui veulent reprendre le contrôle. Donc on parle de stratégie d'expatriation, on parle d'investissement long terme, on parle de banking, on parle d'entrepreneuriat. Il y a également du networking avec des gens qui luttent contre le système et également donc les fameuses élites qui veulent nous contrôler. Je précise que c'est pas une communauté bullshit, on a un but et on s'y tient. Donc encore une fois, si t'es intéressé, n'hésite pas à rejoindre, je te mets le lien en description. Si t'as aimé la vidéo, bah écoute, lâche un like, dis-moi quelle est ta plus grande frayeur concernant ton argent et ce qui est actuellement en train d'être mis en place par notre gouvernement et également par l'Union Européenne. C'était Eric, à plus, au nom de la liberté.